Sous le Troisième Reich, la science fut intégrée au système de pouvoir comme un outil fonctionnel. Tout projet devait répondre à un besoin concret du régime. S'il ne servait pas l'armée, l'industrie ou le contrôle social, il était annulé. Les universités furent réorganisées pour s'adapter aux objectifs de l'État. Les chercheurs travaillaient sous surveillance et des domaines d'études qui n'offraient pas de bénéfices immédiats furent supprimés. Les laboratoires, les entreprises et les techniciens passèrent sous commandement militaire. On développa des armes, des vaccins non testés, des véhicules de combat et des systèmes de surveillance. La production fut maintenue grâce à une main-d'œuvre forcée, prise dans les camps. Beaucoup de projets utilisèrent des prisonniers comme sujets d'expérimentation. Le savoir était appliqué directement à des tâches de répression, d'extermination et d'exploitation. La recherche cessa d'être libre. Elle fut absorbée par un système qui ne permettait que ce qui pouvait être utilisé pour avancer, contrôler ou éliminer. Jusqu'où la science est-elle réellement allée lorsqu'elle cessa de répondre à la vérité et commença à servir l'obéissance? La science sous les ordres, comment Hitler l'a transformée en arme du régime. Dès le début, Hitler considéra la science comme utile uniquement si elle servait ses plans et sans valeur si elle n'avait pas d'utilité pratique immédiate. Les idées théoriques ne l'intéressèrent pas, et encore moins les scientifiques qui défendaient des pensées complexes sans application militaire ou industrielle. À la place, il préférait les avancées technologiques susceptibles de lui offrir du pouvoir, un avantage en combat ou un contrôle sur la société. Bien qu'il n'ait jamais compris les fondements de la physique ou de la chimie, Hitler avait conscience que la technologie pouvait renforcer son régime. Il soutint le développement d'armes, de projets d'infrastructures et de nouveaux moyens de surveillance. Mais il rejeta ce qu'il appelait intellectualisme, car il pensait que cela éloignait la science de sa véritable fonction, servir l'État. Dans de nombreux discours, Hitler affirma qu'il ne croyait pas en la science en tant que telle. Il ne l'acceptait que si elle contribuait à renforcer le corps, améliorer la race ou construire des outils utiles. Il ne faisait pas confiance aux laboratoires où l'on discutait de théories, mais aux usines où l'on produisait des objets concrets. Pour lui, la valeur d'un scientifique dépendait de son utilité pour le parti. Pendant l'ascension du régime, Hitler s'entoura de conseillers techniques. Certains étaient ingénieurs, d'autres médecins ou experts en logistique. Il ne leur demandait pas d'opinion scientifique, mais des résultats. Il voulait des solutions rapides, des conceptions fonctionnelles, des projets utiles à ses plans d'expansion territoriale ou de purification sociale. L'un des aspects les plus marquants fut son obsession pour la pureté raciale appliquée à la médecine. Il ordonna aux médecins et scientifiques de travailler sur des méthodes pour éliminer ce qu'il appelait « vie indésirable », personnes atteintes de maladies mentales, de handicap ou de conditions héréditaires. La médecine devint un instrument de contrôle biologique. Hitler imposa également des critères idéologiques dans le monde académique. Les universités furent purgées des juifs, des communistes et de toute figure ne correspondant pas au profil du parti. Les publications scientifiques furent censurées. Seules les théories en accord avec l'idéologie officielle étaient autorisées à circuler, peu importe qu'elles soient vraies ou non. Même dans des domaines comme la physique, le régime créa sa propre version aryenne, c'est-à-dire une science sans influence juive. De grands noms comme Einstein furent écartés, non à cause de leurs erreurs, mais en raison de leurs origines. Des chercheurs médiocres, alignés avec la politique du régime, furent soutenus, même si leurs théories étaient faibles ou dépassées. Pendant ce temps, les véritables avancées venaient des secteurs militaires ou industriels. Des entreprises comme IG Farben et Siemens collaborèrent directement avec le régime, fabriquant aussi bien des produits chimiques que des systèmes électriques pour les camps de concentration. La science n'était plus indépendante, mais un outil au service du pouvoir. Hitler croyait que le véritable talent se trouvait chez ceux qui construisaient et non chez ceux qui réfléchissaient. C'est pourquoi il soutenait les ingénieurs qui construisaient des ponts, des armes ou des trains, et méprisait les mathématiciens qui parlèrent de formules sans utilité immédiate. Cette mentalité imprégna toute la politique scientifique du régime. Il n'y eut aucun intérêt pour la formation de jeunes scientifiques. Ce qui comptait, c'était d'avoir des techniciens loyaux, prêts à obéir sans poser de questions.
Beaucoup de chercheurs brillants fuirent le pays avant qu'il ne soit trop tard. D'autres furent contraints de collaborer ou restèrent silencieux pour survivre. La recherche médicale fut l'un des domaines les plus contrôlés. Des études furent ordonnées sur les jumeaux, les maladies contagieuses et les effets de la faim, utilisant des prisonniers comme matériel d'expérimentation. Bien que ces actes fussent brutaux, ils étaient justifiés comme une science appliquée à la santé de l'État. Hitler lança également des programmes secrets. Certains concernèrent des fusées, d'autres des sous-marins ou de nouvelles formes d'énergie. Mais ce n'était pas par admiration pour la science, plutôt dans l'espoir de découvrir une arme capable de changer le cours de la guerre. Si quelque chose ne servait pas à cette fin, il l'abandonnait. Tout au long de son gouvernement, Hitler utilisa la science comme un déguisement. Il affirmait que ses politiques avaient une base médicale, que ses décisions étaient rationnelles, que ses campagnes d'extermination étaient justifiées par des études sur l'hérédité ou la dégénérescence. C'était une façon de dissimuler le crime sous des mots techniques. En privé, il parlait avec mépris des scientifiques. Il disait qu'ils étaient faibles, qu'ils vivaient dans un monde d'idées inutiles, qu'ils ne comprenaient rien à la vie réelle. Il ne valorisait que ceux qui construisaient des choses ou détruisaient des ennemis. Cela fut toujours sa mesure du savoir. Le rôle d'Albert Speer en est un exemple. Bien qu'il ne fût pas scientifique, il fut responsable d'organiser les techniciens, les ingénieurs et les usines pour maximiser la production d'armements. Sous son autorité, la science devint un outil industriel. Les laboratoires fonctionnaient comme des extensions du champ de bataille. Même lorsque le régime était déjà en déclin, on continuait à financer des projets extrêmes. Hitler misait sur des armes miracles, des développements technologiques qui, selon lui, changeraient le destin du conflit. Peu importait à quel point l'idée était irréaliste, si elle semblait puissante, il la finançait. Cette logique mena à des projets sans avenir, où des ressources furent gaspillées dans des inventions qui ne fonctionnèrent jamais. Parfois, il s'agissait de fusées, d'autres fois d'avions expérimentaux ou de technologies électriques impossibles à appliquer. Mais l'objectif était de maintenir l'illusion que la science sauverait le régime. Dans les dernières phases de la guerre, la relation entre Hitler et la science devint désespérée. Chaque nouveau projet était vu comme une planche de salut. Chaque prototype raté, comme une trahison. Beaucoup de scientifiques furent menacés, arrêtés ou fusillés s'ils n'obtenèrent pas de résultats. Après la guerre, beaucoup de ces mêmes scientifiques se justifièrent en disant qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres. D'autres dirent qu'ils travaillaient pour la science et non pour le parti. Certains se proposèrent aux Alliés pour éviter des sanctions, offrant leurs connaissances en échange de leur protection. La vérité est que la science sous le Troisième Reich ne fut pas libre. Elle fut contrôlée, utilisée et bien souvent déformée. Le savoir fut appliqué non pour améliorer des vies, mais pour les détruire. Et bien qu'il y ait eu de véritables avancées, elles furent presque toujours accompagnées de violence, de répression et de mort. Hitler ne fit jamais confiance à la communauté scientifique en tant que telle. Il ne valorisa que ceux qui exécutaient des ordres sans questionner. Pour lui, un scientifique était utile s'il fabriquait des armes, produisait des poisons ou aidait à éliminer ce qu'il considérait comme impur. Tout le reste n'était que bruit. L'héritage de cette époque montre comment la science peut être manipulée. Il ne suffit pas d'avoir des laboratoires ou des théories. L'important est ce que l'on fait de ce savoir, pour qui on travaille, et à quelle fin on oriente l'intelligence humaine. Sous le nazisme, cette intelligence fut prise en otage par le pouvoir. Peenemünde, l'usine de missiles qui alimenta la terreur nazie. À Berlin, durant la décennie 1930, les jeunes scientifiques talentueux trouvaient des opportunités dans des instituts techniques du gouvernement. L'un d'eux était le PTR, une sorte d'équivalent allemand du laboratoire national de physique britannique. Là, dans le domaine de l'optique, commença à travailler un jeune homme qui avait été aidé par Lise Meitner, laquelle le mit en contact avec Otto Hahn. Hahn, avec son style moqueur, avait l'habitude de jouer pour plaisanter des mélodies altérées et de demander si c'était bien ainsi qu'elles sonnaient. Le nouveau recrue s'occupait de spectroscopie atomique et de la création d'une nouvelle unité de mesure, destinée à remplacer la puissance de bougie. Il passait de nombreuses heures à tester des idées qui ne fonctionnèrent presque jamais. Malgré tout, il continuait, car c'était ainsi qu'on apprenait. Les scientifiques partagèrent les espaces de la cafétéria du laboratoire, bien qu'il se souvînt qu'un groupe de femmes, surnommées les filles de la fièvre, chargées des tâches d'étalonnage, restait souvent isolé.
Bien qu'il y eût une proximité physique, l'environnement restait hiérarchique. À cette époque, un autre jeune scientifique, Wernher von Braun, se distinguait déjà dans le domaine de la propulsion. Il était ambitieux, sociable, et savait comment évoluer dans les cercles du pouvoir. Il ne possédait pas seulement des connaissances techniques, il comprenait aussi ce que le régime recherchait, des armes capables de transformer la manière de faire la guerre. Il n'hésita pas à offrir ses idées aux militaires, même si cela signifiait travailler sous le commandement direct de l'armée. Von Braun voyait dans les fusées la voie de l'avenir, non seulement militaire, mais aussi pour l'exploration. Toutefois, sa priorité immédiate fut de prouver que ces missiles pouvaient être utiles dans la guerre en préparation. C'est pourquoi il accepta de collaborer avec le programme de l'armée qui cherchait des alternatives aux traités limitant l'usage de l'artillerie lourde après la Première Guerre mondiale. Dans ce contexte, l'armée allemande développa un projet de missile à longue portée. Le site choisi pour les essais fut Kummersdorf, au sud de Berlin. Là, une équipe dirigée par Walter Dornberger commença à tester des prototypes. Von Braun rejoignit rapidement le groupe et apporta son expertise en aérodynamique et en carburant. Les premiers lancements étaient rudimentaires, mais prometteurs. Les militaires voulaient des résultats concrets. Ils ne s'intéressaient pas aux théories, mais à des missiles capables de parcourir de longues distances avec précision. Von Braun, bien qu'il pensât encore à l'espace, se concentra sur la satisfaction de leurs attentes. Son équipe travailla sur les modèles A1, A2, puis A3, chacun plus avancé que le précédent. Les prototypes avaient des défauts, mais chaque essai fournissait des données précieuses. En 1936, la pression augmenta. L'Allemagne réarmait son armée et les hauts commandements voulaient accélérer le développement des missiles. On cherchait un lieu plus vaste, isolé et sécurisé pour poursuivre les expériences. C'est ainsi que naquit Peenemünde, une base secrète sur la côte de la mer Baltique. Toute l'équipe y fut transférée, avec de meilleures installations, plus de ressources et un contrôle direct de l'armée. Peenemünde devint le cœur du programme de fusées allemand. On y trouvait des laboratoires, des pistes d'essai et du personnel technique recruté dans tout le pays. Von Braun dirigeait le développement technique, tandis que Dornberger s'occupait des relations avec le commandement militaire. Tous deux savaient que le projet était prioritaire et que Hitler le considérait comme un investissement stratégique. L'objectif était clair: créer une fusée capable de transporter une charge explosive à plus de 300 km en dépassant toute défense. Ce projet fut le A4, plus tard connu sous le nom de V2. Le V1 antérieur était un avion sans pilote, propulsé par un moteur à réaction. Le V2, en revanche, était un missile balistique, le premier de son genre. Son développement combina des connaissances en physique, ingénierie et mathématiques. Pour produire ces armes à grande échelle, une industrie parallèle était nécessaire. Des accords furent signés avec des entreprises comme Siemens et Telefunken qui fournirent des composants. D'autres, comme IG Farben, apportèrent des carburants et des matériaux. Le projet exigeait une précision absolue. Toute erreur de calcul pouvait signifier la perte de la fusée ou, pire encore, un accident mortel. À mesure que le V2 approchait de sa phase finale, la guerre avait déjà commencé. Hitler manifesta un intérêt direct pour l'arme, croyant qu'elle pourrait changer le cours du conflit. Lors d'une visite à Peenemünde, il fut impressionné par les prototypes. Il donna son approbation pour augmenter le budget et accélérer la production. À partir de ce moment, le projet passa sous la supervision des SS, avec Himmler informé de chaque progrès. Mais des problèmes apparurent également. Le V2 nécessitait des matériaux rares, du personnel qualifié et des conditions techniques difficiles à atteindre en pleine guerre. De plus, les essais continuaient à donner des résultats mitigés. Bien que certains lancements réussissent, d'autres échouaient. Von Braun et son équipe savaient que le succès complet était encore lointain. Pour maintenir le projet en cours, on eut recours à la main-d'œuvre forcée. Des prisonniers de guerre et des détenus politiques furent transférés dans des usines souterraines, où le F2 était produit dans des conditions extrêmes. Beaucoup moururent d'épuisement, d'accidents ou de mauvais traitements. Bien que cette organisation ait été décidée à un niveau supérieur, l'équipe technique était au courant de ce qui se passait. Interrogé des années plus tard, von Braun déclara qu'il n'avait pas le pouvoir de modifier ses décisions.
mais sa présence sur les lieux, ses promotions au sein de l'appareil militaire et son rôle central dans le développement montraient qu'il n'était pas un simple spectateur. Il était informé et accepta les conditions en échange de la poursuite de son projet. En 1944, le 5-2 fut lancé contre Londres. Il atteignit sa cible, causant destruction et mort. Mais cela ne changea pas le cours de la guerre. Bien que techniquement ce fût une réussite, stratégiquement cela ne modifia pas l'équilibre. Le missile arrivait sans avertissement, mais manquait de précision. Il ne pouvait pas transformer la situation militaire, seulement semer la terreur. Malgré cela, Hitler conserva sa foi dans les armes miracles. Il ordonna de continuer à produire des V2, même si cela signifiait détourner des ressources d'autres secteurs. La propagande le présenta comme une avancée sans précédent, preuve du génie allemand. Mais en réalité, l'arme coûtait plus qu'elle ne rapportait. À la fin de la guerre, les Alliés progressèrent en Allemagne et capturèrent de nombreux centres de production. Peenemünde fut bombardée. Von Braun et une partie de son équipe prirent la fuite vers le sud. Ils savaient que les Américains et les Soviétiques cherchaient à recruter des scientifiques. Le savoir technique était désormais plus précieux que jamais. Von Braun se rendit aux forces américaines. Il fut emmené aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip avec d'autres membres de son équipe. Là, il travailla pour la NASA et joua un rôle clé dans le développement du programme spatial américain. Son passé nazi fut minimisé par commodité. Le club de l'uranium, la course ratée de Hitler à la bombe atomique. La science qui mena aux premières armes nucléaires commença comme un travail de laboratoire élémentaire, empreint d'excitation et de frénésie. Certains chercheurs n'avaient aucune idée d'où leur travail les mènerait. D'autres, au cœur du régime hitlérien, percevaient dès le départ le danger. Ce qui suivit la découverte de la fission devint un épisode central du succès des États-Unis et du Royaume-Uni dans la construction de la première arme de destruction massive et de l'échec de l'Allemagne à l'obtenir. Cette histoire montre comment les scientifiques réagissaient sous pression. Ils voulaient être les premiers, évitaient de partager leurs découvertes et fuyaient leurs responsabilités. Au printemps de 1933, alors que des centaines de scientifiques étaient expulsés des universités et des instituts en Allemagne, Otto Hahn et Lise Meitner travaillaient à Berlin, dans un laboratoire de l'Institut Kaiser Wilhelm. Meitner était autrichienne et juive, bien qu'elle se fût convertie au protestantisme. Déjà à cette époque, elle peinait à conserver son poste. Elle était la seule femme physicienne en Allemagne à ce niveau, mais elle ne pouvait publier sans Hahn comme qu'auteur. Hahn, en revanche, pouvait signer seul. En 1934, l'équipe commença à bombarder de l'uranium avec des neutrons pour voir quels nouveaux éléments se formaient. L'objectif était de créer ce que l'on appelait des éléments transuraniens, plus lourds que l'uranium. En Italie, Enrico Fermi faisait un travail similaire et affirmait avoir découvert de nouveaux éléments. Mais en réalité, autre chose se produisait. Lorsque les noyaux d'uranium étaient frappés, ils se divisaient. Personne ne le savait encore. Plusieurs années passèrent avec des résultats confus. Les données ne correspondaient pas aux attentes. En 1938, Meitner dut fuir l'Allemagne après l'annexion de l'Autriche. Elle s'échappa par les Pays-Bas et arriva à Stockholm. De là, elle resta en contact avec Hahn. À la fin de cette même année, Hahn et son collègue Fritz Strassmann envoyèrent un échantillon d'uranium bombardé à un laboratoire chimique. Le résultat fut inattendu. Du barium, un élément beaucoup plus léger, s'était formé. Quelque chose ne collait pas. Hahn écrivit à Meitner qui, avec son neveu Otto Frisch, tenta de comprendre ce qui se passait. Pendant des vacances d'hiver, alors qu'ils se promenaient dans une forêt en Suède, Meitner et Frisch discutèrent du phénomène. Ils en vinrent à la conclusion que le noyau s'était scindé. Ils utilisèrent le terme fission, emprunté à la biologie, pour expliquer cette rupture. Frisch fut celui qui mit ce concept par écrit dans une lettre envoyée à Niels Bohr. En la lisant, Bohr comprit immédiatement ce que cela signifiait. Il partit aussitôt pour les États-Unis, où cette découverte causa un grand émoi. On comprit que, si un noyau se divisait, une immense quantité d'énergie était libérée. Si cette réaction pouvait être contrôlée, on disposait d'une nouvelle source d'énergie. Si elle était déclenchée de façon incontrôlée, cela permettait de produire une explosion. À Berlin, les physiciens saisirent eux aussi rapidement les implications. Le régime nazi, déjà en guerre ou sur le point de l'être, recherchait tout avantage. Ainsi,
En avril 1939, un groupe secret de scientifiques fut formé pour étudier la fission. On l'appela le Club de l'uranium. Il comprenait Walter Gerlach, Kurt Dibner, Werner Heisenberg et d'autres noms connus. Le groupe se réunit pour la première fois le 26 avril. Dibner, du ministère de l'Armement, faisait le lien entre la science et le gouvernement. Heisenberg et ses collègues savaient que s'il était possible de provoquer une réaction en chaîne, deux voies s'ouvraient. L'une pour produire de l'énergie, l'autre pour fabriquer des armes. En juin, Heisenberg remit un rapport secret expliquant les principes d'une bombe nucléaire. Il y déclara que si l'on parvenait à obtenir une masse critique d'uranium enrichi, une explosion pouvait être provoquée. Mais les obstacles techniques étaient immenses. Premièrement, il fallait séparer l'isotope uranium-235, seul utilisable pour une bombe, de l'uranium-238, plus courant. Deuxièmement, il fallait maintenir la réaction en chaîne sans qu'elle ne s'interrompe. Troisièmement, il fallait produire cette masse en quantité suffisante. Heisenberg écrivit que cela prendrait des années et nécessiterait des ressources que l'Allemagne, en guerre, aurait difficilement pu consacrer à cela. Malgré tout, le travail continua. On tenta de construire un réacteur pilote. On essaya d'utiliser le graphite comme modérateur, mais les premiers essais échouèrent. On se tourna ensuite vers l'eau lourde. L'Allemagne avait accès à une usine en Norvège qui en produisait. Cela renforça l'intérêt du régime. Parallèlement, on étudia si le plutonium, un élément inexistant dans la nature mais formé à l'intérieur d'un réacteur, pouvait être utilisé comme explosif. Cette voie, cependant, nécessitait elle aussi des réacteurs fonctionnels. Or, les réacteurs ne fonctionnèrent pas. Les neutrons étaient absorbés par les matériaux utilisés et la masse critique n'était pas atteinte. Pendant ce temps, aux États-Unis, avec le soutien du Royaume-Uni, le projet Manhattan était lancé. Il bénéficiait de milliers de travailleurs, d'un budget quasi illimité et d'une coordination entre universités, entreprises et militaires. En Allemagne, en revanche, le club de l'uranium ne réussit pas à décoller. Il n'y avait pas de direction centrale claire, ni de soutien prioritaire. L'armée allemande décida à un moment donné que le projet ne produirait pas de résultats dans un délai utile. C'est pourquoi il fut transféré du ministère de l'Armement au Bureau des recherches du Reich. Il passa d'une priorité militaire à un simple projet de recherche. Cela marqua le début du déclin. Les scientifiques allemands poursuivirent leur travail, mais sans pression réelle. Ils n'étaient pas contraints de produire des résultats. Ils disposaient de ressources limitées, mais suffisamment de liberté pour continuer à explorer leurs idées. Certains pensaient que s'ils parvenaient à construire un réacteur, ils pourraient justifier leur travail auprès du régime. En 1941, Heisenberg se rendit à Copenhague et rencontra Niels Bohr. Ce qu'il lui dit exactement reste incertain. Certains pensent qu'il voulut l'avertir des dangers. D'autres croient qu'il cherchait à savoir ce que faisaient les Alliés. Ce qui est sûr, c'est que cette rencontre fut un tournant. Bohr en sortit troublé. Plus tard, il s'enfuit aux États-Unis et rejoignit le projet Manhattan. En Allemagne, le projet continua avec des hauts et des bas. À Leipzig, une tentative de réacteur se termina par une explosion. À Berlin, une autre expérience n'atteignit pas la masse critique. Des parties de l'équipement furent déplacées vers des zones rurales pour les protéger des bombardements. Mais la guerre allait déjà mal pour l'Allemagne. La priorité était de maintenir le front, non de construire des armes qui, peut-être, fonctionneraient dans plusieurs années. Lorsque les Alliés avancèrent, les scientifiques tentèrent de dissimuler leur travail. Beaucoup détruisirent des documents ou les enterrèrent. D'autres les conservèrent pour les remettre en cas de capture. En avril 1945, des soldats américains découvrirent un réacteur inachevé à Egerloch. Il était mal protégé, sans résultat probant. Il n'y avait pas de bombe, même pas à l'horizon. Après la guerre, les physiciens allemands furent conduits dans une maison surveillée en Angleterre. Là, sans savoir qu'ils étaient enregistrés, ils parlèrent entre eux. Ils furent surpris d'apprendre ce qui s'était passé à Hiroshima. Certains se dirent soulagés de ne pas avoir été les premiers. D'autres regrettèrent leur échec, mais tous s'accordaient à dire qu'avec davantage de ressources, ils y seraient parvenus. Chars, canons et avions, l'ingénierie de guerre. Durant les premières années du conflit, l'armée allemande montra une combinaison efficace de sciences appliquées, d'ingénierie moderne et de stratégie militaire précise. Le résultat fut la tactique connue sous le nom de guerre éclair, qui permettait d'avancer rapidement sur les territoires ennemis avant qu'ils ne puissent organiser une défense.
Cette tactique reposait sur des véhicules blindés rapides, des avions d'attaque coordonnés et des communications en temps réel entre divisions mobiles. Les chars allemands de cette période étaient le fruit d'une évolution constante, entamée après la Première Guerre mondiale. Bien que le traité de Versailles en interdisait la fabrication, les ingénieurs allemands collaborèrent en secret avec des entreprises étrangères pour poursuivre leur développement. Lorsque le parti nazi arriva au pouvoir, les plans étaient prêts à entrer en production. Des modèles comme le Panzer III et le Panzer IV furent essentiels dans les premières campagnes grâce à leur maniabilité, leur puissance de feu et leur résistance. À mesure que la guerre avançait, des versions plus lourdes furent lancées, comme le Tiger et le Panther. Ces chars se distinguaient par leur blindage épais et leur capacité à détruire des cibles ennemies à longue distance. Cependant, ils demandaient aussi beaucoup de carburant, des pièces de rechange spécifiques et des équipages hautement entraînés. Bien qu'ils fussent redoutés pour leur puissance, ils ne pouvaient être produits en quantité suffisante pour compenser les pertes constantes. Sur le front de l'Est, les Soviétiques déployèrent le T-34, qui combinait vitesse, blindage incliné et facilité de production. La réponse allemande fut de renforcer encore davantage leurs chars, mais cela impliquait une augmentation de leur poids et de leur complexité. Avec le temps, cela affecta la capacité logistique de l'Allemagne, car ces chars lourds nécessitaient des ponts renforcés, des remorques spéciales et des moteurs plus puissants. L'artillerie fut également un élément essentiel de l'avancée allemande. Des canons de campagne, des obusiers et des pièces anti-chars furent utilisés sur toutes les lignes de front. L'une des armes les plus emblématiques fut le canon de 88 mm, initialement conçu comme anti-aérien, mais qui se révéla extrêmement efficace contre les chars ennemis. Sa capacité à percer les blindages en fit une ressource clé pendant les batailles dans le désert et en Russie. Outre les armes conventionnelles, le régime encouragea la création de systèmes plus ambitieux. Le canon Gustave, également connu sous le nom de Dora, fut une arme gigantesque construite par Krupp. Il mesurait près de 50 mètres et tirait des projectiles de 7 tonnes. Il fallait des semaines pour le monter et le faire fonctionner. Il ne pouvait être utilisé que dans des conditions contrôlées et nécessitait des milliers de soldats pour son transport et sa protection. Il fut employé lors du siège de Sébastopol, mais son impact militaire fut limité en raison de sa lenteur et de sa vulnérabilité. Pendant ce temps, les armes légères évoluaient également. L'armée allemande introduisit le premier fusil automatique moderne, le Sturmgewehr 44. Cette arme combinait la puissance d'une mitrailleuse à la maniabilité d'un fusil standard. Sa munition de portée moyenne et sa cadence de tir en faisaient un outil idéal pour le combat urbain. Bien qu'elle ait influencé des modèles ultérieurs comme l'AK-47, sa production en masse arriva trop tard et ne changea pas le cours de la guerre. Les ingénieurs allemands travaillèrent également sur des mines terrestres, des grenades à main, des lance-flammes et d'autres équipements portables. Chaque nouveau modèle était testé sur le front et ajusté en fonction des résultats. Cependant, le rythme de la guerre dépassait la capacité d'adaptation. De nombreuses inventions n'arrivaient pas à temps ou étaient trop coûteuses pour être produites à grande échelle. Dans le domaine aérien, la Luftwaffe déploya des chasseurs et des bombardiers dotés de technologies avancées. Le Messerschmitt Bf-109 fut le principal chasseur durant les premières phases. Plus tard, des modèles comme le Focke-Wulf 190 firent leur apparition, avec un meilleur armement et une plus grande maniabilité. Des bombardiers lourds furent également développés, mais jamais avec la même capacité que ceux des Alliés. Vers la fin du conflit, l'Allemagne introduisit le premier avion à réaction opérationnelle, le Messerschmitt Me-262. Sa vitesse dépassait facilement celle de tout chasseur allié. Mais il était fragile, nécessitait de longues pistes et ses moteurs demandaient un entretien constant. De plus, il arriva trop tard et en nombre insuffisant. Il ne remit pas en cause la supériorité aérienne alliée, déjà bien établie depuis 1944. La production de toutes ces machines dépendait d'un vaste réseau industriel. Des entreprises comme Krupp, Messerschmitt et Henschel s'occupaient de la conception et de l'assemblage. Des milliers de travailleurs forcés étaient employés dans les usines sous surveillance militaire. Les conditions y étaient dures, avec de longues journées, une mauvaise alimentation et des punitions fréquentes. Sans cette main-d'œuvre, l'effort de guerre se serait effondré bien plus tôt. Le régime fit également appel à la science pour améliorer les matériaux. On étudia des alliages plus légers et résistants,
des carburants synthétiques et des systèmes de refroidissement. Les laboratoires travaillaient avec des délais serrés et sous pression constante. Certains progrès furent effectivement mis en œuvre, d'autres restèrent à l'état de prototype. L'urgence et le manque de ressources limitaient les possibilités réelles d'innovation. En termes de communication, des radios portables, des systèmes de chiffrement et des liaisons directes entre unités mobiles furent développés. Cela permet une coordination plus efficace lors des offensives initiales. Cependant, les Alliés réussirent à briser plusieurs de ces codes, ce qui leur donna un avantage dans des batailles clés. La relation entre scientifiques, ingénieurs et militaires était fonctionnelle, mais pas toujours harmonieuse. Les techniciens proposaient des idées que les généraux rejetaient comme peu pratiques. D'autres fois, les commandements exigeaient des résultats impossibles dans des délais irréalistes. Cette tension s'accentua à mesure que la guerre devenait plus désespérée. À partir de 1943, avec la perte de Stalingrad et l'avancée alliée en Afrique, la pression augmenta. Hitler exigeait de nouvelles armes capables de renverser immédiatement la situation. Il ordonnait d'accélérer des projets inachevés sans se soucier des risques. Cela mena à des échecs, des accidents et beaucoup de frustration. Dans les derniers mois du conflit, la propagande présenta ces armes comme des solutions miracles. On parlait de fusées, de canons supersoniques, de sous-marins invisibles. Mais en pratique, elles étaient plus des promesses que des réalités. La science avait été mise au service d'un régime qui n'en comprenait pas les limites. L'avantage technologique initial de l'Allemagne s'estompa peu à peu. Les Alliés, avec plus de ressources, une meilleure organisation et le contrôle de l'espace aérien, surpassèrent ces avancées. De plus, leur système de production était plus souple. Ils pouvaient fabriquer des milliers de chars, d'avions et d'armes légères en un temps record. Le résultat fut sans appel. Bien que l'Allemagne ait produit des machines impressionnantes, elle ne put ni les maintenir en quantité suffisante, ni les protéger sur le terrain. Enigma et Bedienst, la bataille secrète pour les secrets alliés. Dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, le renseignement militaire allemand ne se limita pas au développement d'armes physiques, mais se concentra également sur le déchiffrement des systèmes de communication ennemis. Cette activité fut organisée en différentes branches spécialisées, chacune chargée d'intercepter, de traduire et de décoder des messages militaires et diplomatiques. Bien que ces opérations aient été maintenues dans le plus grand secret, elles jouèrent un rôle central dans les décisions du haut commandement nazi. Dès les premières années du conflit, le Reich comptait au moins 7 bureaux cryptographiques. Tous dépendaient de structures différentes. Certains de l'armée, d'autres de la marine, du ministère des Affaires étrangères ou même de la Luftwaffe. Chacun fonctionnait séparément, ce qui entraîna une duplication des efforts et une concurrence interne, caractéristique fréquente de l'organisation nazie. L'une des branches les plus efficaces fut l'unité de renseignement naval, connue sous le nom de Bedienst. Cette agence avait commencé dès les années 20 à recueillir des données sur les Alliés. À mesure que la tension montait en Europe, ces activités s'intensifièrent. Lors du déclenchement de la guerre, B-Dienst interceptait déjà des transmissions britanniques, notamment celles de la Royal Navy. Son travail se concentrait sur des stations côtières comme Flensbourg, en mer Baltique, ainsi que dans d'autres points stratégiques. Cette agence fit des avancées significatives avant nombre de ses homologues, parvenant même à comprendre partiellement les codes britanniques relatifs aux convois maritimes. En 1940, B-Dienst déchiffrait sans grande difficulté les messages alliés concernant les routes d'approvisionnement dans l'Atlantique. Ces informations permirent aux sous-marins allemands d'agir avec davantage de précision, en tendant des embuscades et en coulant des navires transportant des cargaisons vitales pour la Grande-Bretagne. Mais tous les services du Reich n'étaient pas aussi efficaces. Tandis que B-Dienst connaissait des succès initiaux, le système cryptographique nazi dans son ensemble souffrait de fragmentation. Chaque division utilisait des méthodes différentes, sans coordination centralisée. Par exemple, la Luftwaffe développa son propre service de déchiffrement et partageait rarement les informations obtenues. Ce manque de communication interne réduisit considérablement l'efficacité globale de l'effort cryptographique du régime. Même au sein de l'armée, plusieurs bureaux opéraient en parallèle, tentant de résoudre les mêmes codes ennemis sans se consulter. Cette désorganisation fut aggravée par l'obsession du régime pour le secret et la surveillance mutuelle entre départements.
L'un des dispositifs clés de cette guerre secrète fut la machine Enigma. Bien qu'elle soit surtout connue pour son utilisation dans la transmission de messages allemands, les nazis tentèrent également de reproduire sa logique pour percer les codes ennemis. Enigma fonctionnait avec un système de rotor qui modifiait le codage de chaque lettre à chaque pression de touche. Cela générait des millions de combinaisons possibles. L'idée était que, si l'on connaissait le modèle de la machine et la configuration du jour, on pouvait reconstituer le message. Le problème pour les Allemands était que les Britanniques utilisaient leur propre système de codage, avec des mécanismes différents et plus difficiles à anticiper. Malgré cela, les cryptographes du Reich obtinrent certains succès. Sur le front de l'Est, ils réussirent à intercepter et à comprendre plusieurs messages soviétiques, du moins durant les premières phases de l'invasion. Ils capturèrent également des dispositifs russes qui facilitèrent leur travail. Cependant, le renseignement soviétique améliora ses protocoles, rendant la tâche rapidement impossible. De plus, les Allemands ne parvinrent jamais à casser les systèmes de chiffrement diplomatiques américains, ce qui les maintint constamment en position de désavantage face à Washington. L'un des moments les plus symboliques de cette guerre de l'ombre survint en 1941, lorsque l'une des stations du B-Dienst, située aux Pays-Bas, réussit à briser le système appelé Naval Cipher No. 3, utilisé par les Britanniques pour coordonner leur route de convoi. Cette avancée permit aux sous-marins allemands de localiser avec plus de précision les navires transportant nourriture, munitions et renforts depuis l'Amérique. Pendant plus d'1 an, cet avantage tactique entraîna la destruction de centaines de navires. Ce fut un coup dur pour la logistique alliée, mais comme dans bien d'autres domaines technologiques du Troisième Reich, cet avantage fut dilué par un manque de vision stratégique. Plutôt que de centraliser ces découvertes et de les intégrer à un plan militaire global, les bureaux continuèrent d'agir de façon isolée. Pendant que les nazis tentaient de décrypter les codes ennemis, les Britanniques faisaient de même depuis Bletchley Park. L'équipe britannique, dirigée par des figures comme Alan Turing, parvint finalement à casser la version navale de la machine Enigma. Cela leur permit d'anticiper des mouvements clés de la Kriegsmarine. Le plus ironique est que les nazis ne soupçonnèrent jamais que leur propre système de codage avait été compromis. Ils conservaient une confiance absolue dans l'inviolabilité supposée d'Enigma, ce qui les amena à ne pas mettre à jour leur protocole aussi souvent que nécessaire. Cet excès de confiance facilita encore davantage le travail des Alliés. Sur le terrain, l'armée allemande déploya également des unités mobiles spécialisées dans l'interception. Ces stations, montées sur des camions ou des véhicules de transport, suivaient les troupes alliées, captaient les signaux radio et tentaient de les décrypter en temps réel. Bien que certaines missions aient été couronnées de succès, beaucoup échouèrent en raison de la rapidité avec laquelle les Alliés changèrent de fréquence. De plus, l'usage croissant de l'anglais codé entre les unités ennemies réduisait encore l'efficacité de ces opérations mobiles. Le manque de coordination se reflétait aussi dans la formation du personnel. De nombreux opérateurs et analystes étaient formés de manière expéditive, sans plan commun ni doctrine unifiée. Chaque section de l'armée ou du gouvernement mettait en place ses propres formations, ce qui entraînait une hétérogénéité des critères et des standards. Dans certains cas, des cryptographes expérimentés étaient affectés à des tâches administratives, tandis que du personnel sans expérience était envoyé dans des stations clés. Cette mauvaise gestion des ressources humaines affecta la qualité du travail à des moments cruciaux. Une autre faiblesse fut la sous-estimation des avancées technologiques de l'ennemi. Tandis que les Britanniques développaient des techniques basées sur l'analyse statistique et les premières formes de calcul automatique, les Allemands continuaient à s'appuyer sur des méthodes plus traditionnelles. L'innovation dans les processus de décryptage resta en retrait. Même avec des signaux interceptés et du personnel compétent, le retard technique limitait la capacité de réaction. Cela contraste avec l'approche anglo-saxonne, où des mathématiciens et des physiciens furent intégrés dès le début aux opérations cryptographiques. À mesure que la guerre avançait, les erreurs s'accumulaient. Le bureau chargé de décrypter les messages des bombardiers alliés ne parvint jamais à anticiper avec précision leurs attaques. Cela laissa les villes allemandes exposées tout au long de la campagne de bombardement. Les dirigeants du Reich espéraient que l'analyse cryptographique fournirait des avantages tactiques immédiats, mais la réalité fut tout autre. Faute de structure centrale et d'investissements suffisants, le système prit du retard. Le contraste avec le succès britannique à Bletchley Park fut évident à la fin du conflit.
La fragmentation institutionnelle et l'excès de confiance furent les principales causes de l'échec cryptographique allemand. Malgré de bons moyens d'interception, des opérateurs formés et l'accès à des messages clés pendant certaines périodes, ils ne réussirent jamais à transformer ces informations en supériorité opérationnelle durable. Pendant ce temps, leurs propres messages étaient interceptés et lus par les Alliés à leur insu. I.G. Farben, la science chimique au service de l'extermination. À la fin de 1944, l'écrivain et chimiste Primo Levi fut envoyé comme prisonnier au camp de Buna-Monowitz, une extension d'Auschwitz. De là, en tant que membre d'un groupe de travailleurs esclaves, il fut contraint de collaborer avec l'usine d'I.G. Farben en construction à proximité. Cette usine faisait partie de l'une des plus grandes entreprises du monde, spécialisée dans les produits chimiques, pharmaceutiques et les carburants synthétiques. Ce que Levi observa dans cette installation était une version industrielle de l'horreur nazie, où la science s'appliquait sans éthique ni limite. I.G. Farben n'était pas une simple entreprise. Elle résultait de la fusion de plusieurs grandes industries chimiques allemandes, dont Bayer, BASF et Hoechst. Depuis les années 20, elle avait développé des technologies clés pour la production de colorants, de médicaments, de pesticides et de carburants. Sous le régime nazi, ses liens avec le gouvernement se resserrèrent considérablement. Elle ne se contentait pas de profiter des contrats d'État, elle participait également directement à la planification de projets stratégiques. À Buna, I.G. Farben érigea une immense usine destinée à produire du caoutchouc synthétique, connu sous le nom de Buna, ainsi que des carburants artificiels. L'entreprise choisit cet emplacement pour sa proximité avec le chemin de fer et la disponibilité d'une main-d'œuvre gratuite, les prisonniers du camp de concentration. Des milliers de personnes furent forcées à travailler dans des conditions inhumaines, sans salaire, avec une alimentation minimale et sous la surveillance constante des SS. Les scientifiques d'I.G. Farben savaient que les travailleurs mouraient d'épuisement, de maladie ou de punition. Malgré cela, le projet se poursuivit. Il ne s'agissait pas d'une décision isolée d'un dirigeant, mais d'une structure entière dans laquelle ingénieurs, techniciens et responsables de laboratoires collaboraient activement avec l'appareil de répression. L'objectif était de maintenir la production à tout prix. Outre l'exploitation de la main-d'œuvre, I.G. Farben fournit également des produits chimiques utilisés dans les camps. Le plus connu fut le Zyklon B, un pesticide transformé en gaz létal pour les chambres d'extermination. Bien qu'il ait été à l'origine fabriqué par une autre entreprise, Degesch, I.G. Farben, en détenait des parts et connaissait directement son utilisation finale. Plusieurs de ses employés furent impliqués dans la distribution du produit vers Auschwitz et d'autres camps. Après la guerre, les autorités alliées identifièrent 24 hauts responsables d'I.G. Farben comme étant impliqués dans des crimes. Ils furent jugés à Nuremberg dans un procès distinct, séparé du principal procès contre les dirigeants nazis. Parmi les accusés figuraient des directeurs de production, des économistes, des ingénieurs et des chimistes. Tous savaient ce qui se passait dans les camps. Certains avaient même visité les installations. Pendant le procès, des réunions internes furent documentées, au cours desquelles on parlait ouvertement de l'usage des prisonniers. On y discutait de leurs coûts, de leur rendement et de la nécessité de les remplacer par de nouveaux détenus lorsqu'ils devenaient inaptes au travail. Les procès-verbaux montraient comment les demandes de détenus étaient planifiées comme s'il s'agissait de marchandises. Aucun langage technique ne dissimulait la brutalité. Les accusés tentèrent de se défendre en affirmant qu'ils ne prenèrent pas de décision politique. Ils prétendaient être de simples techniciens, exécuter des ordres ou ignorer les détails de ce qui se passait dans les camps. Mais les preuves démontrèrent le contraire. L'entreprise payait aux SS une somme fixe pour chaque travailleur esclave, ce qui impliquait une relation commerciale formelle. De plus, plusieurs accusés signèrent des contrats en pleine connaissance de cause. L'un des accusés les plus connus fut Fritz Termeer, responsable des plans d'expansion industrielle d'I.G. Farben. Il participa à la construction de l'usine de Buna et disposait d'informations directes sur les conditions de travail. À l'issue du procès, il fut condamné à 7 ans de prison. Cependant, il fut libéré avant d'avoir purgé la totalité de sa peine et, quelques années plus tard, il reprit des fonctions importantes dans l'industrie pharmaceutique. Le cas d'I.G. Farben marqua un tournant dans l'histoire de la responsabilité scientifique. Il montra comment une entreprise fondée sur la recherche et l'innovation pouvait devenir un collaborateur direct d'un système criminel.
Il ne s'agissait pas ici de sciences appliquées à des fins militaires, comme dans le cas des bombes, mais bien de sciences au service de l'extermination, de l'exploitation du travail et du profit économique. I.G. Farben participa également à des expérimentations médicales menées dans les camps. Des médicaments, des vaccins et des traitements furent testés sur des prisonniers sans leur consentement. Les données étaient recueillies par des médecins liés à l'entreprise, puis utilisées pour ajuster des formules ou lancer de nouveaux produits. Dans certains cas, les effets étaient douloureux, irréversibles, voire mortels. Pourtant, les rapports étaient conservés et partagés entre les différents départements. À Auschwitz, les chimistes de l'entreprise disposaient de leur propre laboratoire. De là, ils supervisaient la qualité des produits, effectuaient des tests de résistance et évaluaient les effets de certains composés. Ils collaboraient avec les SS, non seulement comme fournisseurs, mais aussi comme partenaires techniques. La science n'était pas un outil neutre, elle faisait partie intégrante du système de contrôle et de destruction. La dimension industrielle de la Shoah ne peut être comprise sans le rôle d'I.G. Farben. Sa technologie permit aux nazis de soutenir l'effort de guerre malgré le manque de ressources naturelles. Ses laboratoires produisaient des substituts au caoutchouc, à l'essence et à d'autres matières premières essentielles. Mais il développait aussi des méthodes pour administrer les camps, gérer la main-d'œuvre esclave et optimiser le rendement des détenus. Après la guerre, l'entreprise fut démantelée. Ses actifs furent répartis entre les anciennes filiales, qui revinrent sur le marché sous de nouveaux noms. Bayer, par exemple, reprit ses activités comme société indépendante. De nombreux dirigeants conservèrent des liens avec la période précédente. Bien que certains aient été poursuivis en justice, la majorité retrouva un emploi sans restriction. Wunderwaffen, les projets impossibles de la faim. Tout au long de 1942, alors que les défaites s'accumulaient, le régime nazi commença à parler de nouvelles armes capables de changer le cours de la guerre. Ces Wunderwaffen, ou armes miracles, furent y présentées comme la solution technique ultime. Des projectiles supersoniques aux missiles autodirigés, ces annonces visaient à maintenir le moral intérieur, intimider l'ennemi et justifier les dépenses croissantes dans des projets secrets. L'idée selon laquelle la science allemande possédait un pouvoir caché remontait à plus tôt. Dès les années 30, les ingénieurs et physiciens du Troisième Reich avaient développé des technologies avancées. Mais lorsque le conflit s'intensifia et que la pression monta, ces recherches s'accélérèrent, avec le soutien direct de Hitler, Himmler et Albert Speer. Aux côtés du K2, le V1 fut également promu, une bombe volante équipée d'un moteur à pulsation qui produisait un bourdonnement caractéristique. Le V1 avait une portée plus courte et était plus facile à produire, mais il manquait de précision. Il déviait souvent de sa trajectoire ou tombait avant d'atteindre sa cible. Les Alliés mirent au point des techniques pour l'intercepter en vol ou saboter ses rampes de lancement. En plus de ces missiles, d'autres projets moins connus furent développés. L'un d'eux fut le canon V3, conçu pour tirer des projectiles à longue distance grâce à une série de charges explosives disposées le long du tube. L'idée était de bombarder Londres depuis la France, sans avoir recours aux fusées. Des installations furent construites, mais elles ne furent jamais utilisées de manière efficace. Elles furent détruites par des bombardements avant leur mise en service. Une autre ligne de recherche fut l'aviation à réaction. Le Me-262 devint l'un des paris les plus visibles du régime, présenté comme un symbole de l'avancée technique allemande. Bien qu'il atteignît des vitesses supérieures à celles des chasseurs ennemis, les retards, les problèmes logistiques et une mauvaise utilisation tactique empêchèrent cet appareil de jouer un rôle décisif dans le conflit. On conçut également des avions aux formes non conventionnelles, comme l'aile volante Orteno 229, dotée d'une silhouette futuriste. Certains modèles étaient censés opérer avec une faible détection radar. Bien que ces prototypes aient témoigné d'une réelle créativité technique, ils ne dépassèrent pas le stade expérimental avant la fin du conflit. Dans le domaine naval, des sous-marins équipés de technologies avancées furent développés. Le type 21 disposait de systèmes électriques plus silencieux, d'une capacité accrue de plongée prolongée et d'améliorations en navigation. Mais seuls quelques exemplaires purent être utilisés avant la capitulation. La production de masse fut compromise par les bombardements, les sabotages et le manque de ressources.
L'effort pour maintenir ces projets absorba d'énormes quantités d'argent, de matériaux et de main-d'œuvre. Des ressources qui auraient pu être utilisées pour des armes conventionnelles ou directement sur le front furent détournées. De plus, l'utilisation de prisonniers pour construire ces installations, comme à Dora-Mittelbau, causa des milliers de morts. Les tunnels creusés à la main sous surveillance constante servaient de fabriques souterraines, mais les conditions y étaient inhumaines. La propagande nazie exagérait considérablement le potentiel de ces armes. Dans les journaux, les discours et les bulletins internes, on affirmait que l'on s'apprêtait à lancer des missiles intercontinentaux, des rayons d'énergie ou des bombes capables de faire trembler les Alliés. Mais en réalité, beaucoup de ces idées n'étaient que des esquisses sans fondement technique solide. L'une de ces propositions fut le missile A9-A10, une fusée à 2 étages qui, en théorie, pouvait atteindre les États-Unis. Conçu sur le papier, il ne dépassa jamais le stade de la maquette. Un autre projet fut celui d'un avion suborbital, censé décoller grâce à des fusées, puis planer à haute altitude pour larguer sa charge. Lui aussi resta à l'état de test préliminaire. Dans certains cas, les idées frôlèrent la fantaisie. On parle de bombes sismiques, d'armes sonores, de projecteurs solaires depuis des satellites et même de canons électromagnétiques. Bien que certaines de ces propositions aient eu une base physique, il n'existait aucun moyen réel de les développer. Pourtant, des budgets étaient accordés et des équipes assignées, comme si leur réalisation en quelques mois était possible. Une partie du problème tenait à la désespérance. À mesure que l'Allemagne perdait du terrain, on cherchait des solutions miracles. Hitler croyait qu'une seule invention pouvait tout renverser. Il exigeait des résultats immédiats, ce qui mettait les ingénieurs sous une pression constante. Certains dissimulèrent les retards, d'autres promettaient l'impossible. L'atmosphère technique devint chaotique. En parallèle, les Alliés analysaient chaque indice d'information. Les missions de renseignement recherchaient des plans, des prototypes et des scientifiques. Ils infiltraient des usines, interceptaient des messages et espionnaient des installations. La peur d'une super-arme nazie était réelle, bien que souvent exagérée. Cela justifia des opérations comme Alsos, dédiées à sécuriser la technologie avant les soviétiques. Lorsque les Alliés entrèrent en Allemagne, ils découvrirent plusieurs de ces projets inachevés. Dans des zones comme Nordhausen, ils capturèrent du matériel et des modèles expérimentaux. Ils mirent également la main sur des documents techniques qui furent ensuite utilisés dans leurs propres programmes militaires et spatiaux. Les scientifiques allemands les plus éminents furent arrêtés ou recrutés. Leur expérience dans le domaine des fusées devint la base du développement spatial américain. En Union soviétique, il en alla de même. Des techniciens et du matériel furent transférés pour renforcer leur programme militaire. Malgré tous les investissements, les armes miracles ne changèrent pas l'issue de la guerre. Elles arrivèrent trop tard, en petit nombre et avec des défauts techniques. Le véritable pouvoir des Alliés résidait dans leur capacité industrielle, leur supériorité aérienne et leur maîtrise logistique. La science nazie fit preuve d'ingéniosité, mais elle fut mal dirigée et mal utilisée. Opération Alsos et Paperclip, le butin technologique après la chute du Reich. Alors que la guerre en Europe touchait à sa fin, les puissances alliées accélérèrent une opération discrète, capturer toute la technologie, les laboratoires et le personnel technique du régime nazi avant qu'ils ne tombent entre les mains soviétiques. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS comprirent que la véritable richesse du Troisième Reich ne se trouvait pas seulement dans ses usines et ses armes, mais aussi dans ses cerveaux, ses brevets et ses archives. En avril 1945, l'armée américaine lança l'opération Alsos. Sa mission consistait à localiser, sécuriser et transférer les matériaux nucléaires, les laboratoires, les scientifiques et les documents techniques. Une partie de l'équipe était composée d'officiers scientifiques. Ils suivaient le front, entraient dans les villes conquises, interrogeaient les chercheurs et vidaient les bâtiments avant que d'autres commandos n'arrivent. Ils ne cherchaient pas seulement le programme atomique, tout ce qui avait une valeur militaire ou industrielle les intéressait. Simultanément, le Royaume-Uni mit en place des opérations similaires. Il disposait de listes de chercheurs, de plans, d'universités et d'entreprises. Chaque région tombant entre les mains britanniques était examinée par des techniciens. Certains scientifiques allemands, face à l'effondrement du régime, préféraient se rendre aux Britanniques ou aux Américains plutôt que d'être capturés par les Soviétiques.
Ils savaient qu'ils pourraient négocier leur liberté contre leur connaissance. L'URSS organisa également sa propre opération. Lorsque l'armée rouge entra à Berlin, des unités spéciales furent envoyées pour rechercher technologies et scientifiques. Elles identifièrent des installations industrielles, des centres de recherche, et emportaient aussi bien les machines que le personnel. L'objectif était de reproduire le modèle allemand sur le sol soviétique. Des usines furent démontées et des trains entiers transportèrent des équipements vers l'Est. Les États-Unis mirent en œuvre l'opération Paperclip. Bien qu'elle ait été initialement créée pour évaluer les scientifiques ennemis, elle devint rapidement un réseau de recrutement. Les chercheurs ayant travaillé pour le régime nazi étaient évalués, classifiés, et s'ils étaient jugés utiles, transférés discrètement en Amérique du Nord. Leur lien avec les SS ou leur implication dans les expériences menées dans les camps de concentration était effacée. L'essentiel était ce qu'ils savaient, non ce qu'ils avaient fait. L'un des noms les plus célèbres fut Werner von Braun. Il avait travaillé à Peenemünde, dirigé le développement de la fusée Faye 2 et était membre des SS. Pourtant, il fut emmené aux États-Unis avec son équipe, placé sous protection, et commença à collaborer avec l'armée américaine. Des années plus tard, il devint une figure clé du programme spatial américain. D'autres scientifiques furent également transférés, médecins, chimistes, ingénieurs aéronautiques et experts en fusées. Certains intégrèrent l'armée de l'air, d'autres travaillèrent pour des laboratoires privés. Dans de nombreux cas, leurs dossiers furent modifiés. Les agences de renseignement justifiaient ces actions en affirmant qu'il fallait devancer les soviétiques. Le Royaume-Uni adopta une stratégie similaire. Des scientifiques allemands furent envoyés travailler dans des centres de recherche britanniques. Des accords confidentiels furent signés. Certains collaborèrent pendant des mois. D'autres furent interrogés puis renvoyés. L'objectif était d'extraire un maximum d'informations sur les carburants, les radars, les fusées, les sous-marins et les matériaux synthétiques. Dans la zone soviétique, les scientifiques allemands furent traités avec moins de ménagement. Certains furent arrêtés et envoyés dans des centres spéciaux à Moscou. Ils y travaillaient sous surveillance. On leur offrait des conditions de base, mais ils ne pouvaient ni sortir, ni contacter leurs proches. Dans d'autres cas, ils furent affectés à des projets militaires. L'URSS copia de nombreuses technologies allemandes grâce à ces transferts forcés. Le pillage ne porta pas seulement sur les personnes. Des bibliothèques, des laboratoires, des musées techniques et des archives industrielles furent vidés. Dans chaque bâtiment occupé, les équipes de renseignement collectaient plans, formules, échantillons et prototypes. Tout était emballé, classé, puis expédié par avion ou par bateau. Les universités allemandes perdirent des collections entières. Des entreprises comme Siemens, IG Farben ou Krupp furent partiellement démantelées pour en extraire le savoir technique. Les documents découverts révélèrent l'ampleur de l'appareil scientifique nazi. On y trouvait des études sur les médicaments, les armes chimiques, les carburants artificiels, les techniques de radiocommunication, les fusées à longue portée, les avions supersoniques, les torpilles autoguidées et bien d'autres domaines. Beaucoup de ces recherches étaient à un stade avancé. Bien qu'elles n'aient pas changé l'issue de la guerre, elles représentaient un avantage technique considérable. Aux États-Unis, ces matériaux furent répartis entre les agences militaires, les universités et les entreprises privées. L'objectif était de tirer parti de chaque découverte pour des usages futurs. Certaines inventions furent brevetées au nom de sociétés américaines. Il en alla de même au Royaume-Uni. En URSS, les découvertes furent intégrées aux plans quinquennaux et à la course à l'armement. L'accès à ces informations stimula le développement technologique en Occident. Dans les années suivantes, les pays alliés intégrèrent les avancées allemandes dans les domaines de l'aviation, de la médecine, de l'électronique, de l'optique et de la métallurgie. Cela créa un effet cumulatif. Ce que l'Allemagne n'avait pas pu appliquer par manque de temps ou de ressources passa entre les mains de ses anciens ennemis. Tous les scientifiques allemands ne furent pas bien accueillis. Certains furent rejetés en raison de leur passé. D'autres moururent avant d'avoir pu collaborer. Mais beaucoup réussirent à s'intégrer dans les nouveaux systèmes. Ils devinrent conseillers, professeurs ou directeurs de laboratoire. Leur passé fut oublié ou ignoré. Ce qui comptait, c'était leur utilité. En Allemagne, le sujet resta longtemps tabou. Les archives relatives à l'opération Paperclip ne furent ouvertes au public qu'à la fin du XXe siècle.
Pendant ce temps, les générations suivantes grandirent sans savoir que de nombreux progrès modernes avaient été construits grâce au travail d'anciens membres du régime nazi. Le débat éthique sur cet héritage se poursuit encore aujourd'hui. Sous le Troisième Reich, la science fut façonnée pour servir le pouvoir. On ne recherchait pas la connaissance pour sa valeur propre, mais pour son utilité immédiate. Chaque projet, chaque formule, chaque expérience était évaluée en fonction de ce qu'il pouvait apporter à l'armée, au contrôle social ou à l'appareil d'extermination. Le régime utilisa les laboratoires comme des usines d'armes, les universités comme des filtres idéologiques et les scientifiques comme des pièces remplaçables. Ce qui ne produisait pas de résultats concrets était écarté. Ce qui fonctionnait était exploité, sans considération éthique. La recherche médicale devint un instrument de violence. L'ingénierie servit à construire des systèmes de destruction. La chimie, la physique et les mathématiques furent mises au service d'un État qui ne visait pas le progrès, mais l'obéissance. Lorsque le régime s'effondra, les Alliés se précipitèrent pour saisir ce qui restait. Ils capturèrent des documents, des technologies, des experts et des prototypes. Une partie du savoir accumulé continua de circuler, désormais sous de nouveaux drapeaux. Beaucoup de ceux qui avaient servi le Reich réapparurent dans les laboratoires des puissances victorieuses. L'héritage scientifique du nazisme ne fut pas un progrès, mais un avertissement. Il montra ce qui se produit lorsque la pensée se soumet au pouvoir, lorsque la science cesse de questionner et commence à obéir. Ce qui aurait pu servir à construire fut utilisé pour détruire, et ces traces, des décennies plus tard, sont encore présentes dans les archives, les brevets et les silences qu'il reste à briser.